Pipiou, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Opipium, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé sur Instagram ou même sur ma vidéo précédente, nous voici sur la première vidéo de ma nouvelle rubrique. Il faut savoir que je suis une grande passionnée d'histoire. Bon, j'ai fait une fac d'histoire pour la petite anecdote que j'ai pas réussi. Mais en tout cas, je reste passionnée à fond dans n'importe quel sujet historique. Et c'est pour ça que je voulais faire une nouvelle rubrique qui en gros mêlerait le true crime avec l'histoire. Donc bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui va s'appeler Affaires criminelles d'histoire ancienne, ACHA. Si vous êtes prêts, on est parti. Pour cette histoire, nous allons remonter très loin en arrière, bien avant notre naissance. Pour même les plus âgés d'entre vous, vous inquiétez pas, vous n'étiez pas nés et pas près d'être nés même. Puisque nous allons au 15 mars, moins 44. Moins de 44, en gros, c'est avant Jésus-Christ, pour la petite précise. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars, moins 44 ? Simplement, et pour les plus spécialistes d'entre vous, il s'agit de l'assassinat de Jules César. Nous sommes en pleine séance du Sénat qui se passe à Rome, dans la curie de Pompée, et Jules César, qui est considéré comme le dictateur perpétuel, c'est-à-dire à vie depuis quelques mois seulement, va être assassiné de 23 coups de couteau. Si vous êtes prêts, on va démystifier un petit peu cet assassinat. Il y a pas mal de rumeurs, pas mal de choses. On va essayer de mettre justement les choses au clair et de se servir de plusieurs sources et de nos connaissances pour ramener un petit peu la vérité, si je puis dire. Mais pour commencer, qui est Jules César ? On en entend souvent parler à l'école, dans les films, puisque Jules César est une personnalité historique qui est gravée pour toujours dans l'histoire, simplement, dans l'histoire du monde. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment ? On va chercher un petit peu à rencontrer César, même s'il n'est pas vraiment là, mais je vais vous faire un petit portrait de lui. Caius Julius César, dit César, est né le 12 ou 13 juillet 100, faut pas que je confonde, faut pas que je dise 2100, 100 avant Jésus-Christ à Rome, en Italie, hein, je resitue. Il vient d'une famille patricienne, alors c'est considéré comme une classe citoyenne un peu supérieure, c'est des aristocrates simplement si vous préférez. Donc Caius, il a un petit peu la grosse tête, vous voyez, oui, il est dans la jeunesse dorée de l'Italie, de Rome, et lui-même prétend descendre d'Énée, le fils de Vénus. Rapidement, Caius va se lancer dans une carrière politique, c'est son ambition, et ça va commencer grâce ou à cause de la bataille qui va opposer son oncle Marius, qui est un chef de parti populaire, à Sylla, chef du parti sénatorial de Rome. Peu à peu, il va se faire une place dans le monde de la politique et même dans le monde militaire. Après une victoire en Asie, il va devenir questeur. Donc questeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un magistrat qui assistait les consuls. Après ça, il deviendra édile. Édile, donc, c'est un magistrat en charge d'inspection des édifices et de l'approvisionnement de la ville. Et puis, il finira magistrat chargé de la justice et gouverneur de province. C'est en 70 avant JC, avant Jésus-Christ, qu'il deviendra gouverneur de la Gaule cispaline, c'est-à-dire l'Italie du Nord, et transpadine ou narbonnaise, donc en gros d'un côté des Alpes et de l'autre côté des Alpes. Donc pour resituer, transpadine, si vous voulez, c'est comme je vous disais, au-delà des Alpes, mais plus précisément Languedoc-Roussillon, Provence, Alpes, Côte d'Azur et le Rhône-Alpes. Il finira propriétaire d'Espagne, c'est-à-dire qu'il dirige les provinces avec un préteur, donc un gouverneur, il est au-dessus du gouverneur, et tous les deux en fait dirigent en quinquance, si je puis dire, l'Espagne. Entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, nous arrivons dans une période qui a été un tournant pour la carrière politique de Jules César et que tout le monde connaît, puisqu'on rentre dans une vaste campagne de conquête que les historiens, que Jules César même va appeler la guerre des Gaules. Là-bas, il va battre dans un premier temps les Germains d'Ariovistes, qui était le chef germanique à cette époque-là, les Belges, les Usipètes, c'est-à-dire les Germains du bord du Rhin, et les Tansters, qui sont également du bord du Rhin. Rapidement, il va faire face à une forte résistance en Auvergne, et surtout grâce au chef de ces Germains-là, que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Vercingétorix. Il va avoir du coup la bataille d'Alésia, que vous connaissez aussi, je pense, qui s'est passée en 51 avant Jésus-Christ, là où en fait le Gaulois va finir par s'incliner devant Jules César. Suite à ça, César va devenir très populaire chez les Romains,
et va raconter ses exploits dans un livre qu'il va appeler la guerre des Gaules. En 49 avant Jésus-Christ, il sera à la tête de la 13e Légion et avec eux, il franchira le fleuve Rubicon qui sépare la Gaule cispaline et l'Italie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Sénat romain interdisait à tout général et son armée en fait de franchir ce fleuve-là sous peine de punition. Mais Jules César va le faire et donc va officiellement déclarer la guerre à Rome. Pour sa traversée, il dira le fameux, alors là ça va être drôle parce que je parle pas le grec, je parle pas le latin, mais on va le faire avec. Anerifto kubon. En latin populaire, ça veut dire aller à jacta est et donc le sort en est jeté. C'était pas mal, hein? Là-bas, il va évincer Pompée, qui est le consul unique sur place. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pompée, c'est une connaissance à Jules César, puisque de une, l'épouse de Pompée est en fait Julie, la fille de Jules, très originale, et qu'en plus, en 59 avant Jésus-Christ, il avait formé avec Pompée et Crassus un trio de consuls, triumvirat, mais j'ai peur de vous le dire n'importe comment, alors je vous le dis quand même. Vous pouvez vous moquer, vous avez le droit de vous moquer. En gros, il dirigeait Rome à 3, si je ne me trompe pas. S'il y a des connaisseurs, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que Crassus est mort pendant une guerre, que Jules est parti en guerre, et donc il ne restait plus en fait que Pompée sur place. Et il a du coup été élu consul unique. Et finalement, Jules, au bout d'un moment, s'est dit que c'était pas juste. Avec tout ce qu'il avait fait, il avait fini gouverneur, il avait gagné la Gaule, si je puis dire. Pourquoi ne pas être consul unique de Rome également? Après une longue guerre civile, il va réussir à faire fuir Pompée et le Sénat, tous les pompéistes, en fait, tous ceux qui étaient de son côté, vont prendre la fuite et se tailler en Grèce. Après une longue guerre civile, donc Jules César est officiellement consul de Rome et il se fera élire dictateur à vie. Donc il n'y a pas de période de temps jusqu'à sa mort, en fait, c'est lui le dirigeant principal de Rome. Comme je vous disais, Pompée va fuir en Grèce et Jules et ses troupes vont le retrouver. Ils vont écraser les troupes de Pompée à Pharsale, en Thessalie, au nord de la Grèce. Mais Pompée va survivre et va se réfugier chez les pharaons en Égypte. Là-bas, en ce moment même, c'était Ptolémée XIII qui dirigeait en fait avec sa sœur épouse Cléopâtre, que vous connaissez aussi très très bien. Ptolémée, qui avait peur des représailles de Jules César, qui était donc connu pour ses nombreuses activités militaires, ses nombreuses victoires et même politiques, il a eu peur en fait et il va ordonner qu'on coupe la tête de Pompée pour l'offrir à César. César, quelque temps après, va apprendre que Pompée se trouve en Égypte et va donc y aller. Le souci, c'est que Pompée est déjà mort, que sa tête l'attend en fait chez Ptolémée XIII et chez sa femme et sœur Cléopâtre. Vous vous en doutez, Jules César va être en colère. Pour lui, c'était à lui d'exécuter Pompée, c'était son adversaire, c'était sa guerre. Il va donc mener une guerre également politique et militaire contre Ptolémée avec l'appui de Cléopâtre. Cléopâtre dont il est tombé follement amoureux. Va s'en suivre une victoire de la part de César et Cléopâtre et il va se décider à offrir le trône d'Égypte à la reine Cléopâtre. Ensemble, ils auront un fils qu'ils vont appeler Ptolémée XV Césarion. Voilà, suite à ça, César va repartir chez lui et il est au plus haut sommet de sa gloire militaire, politique, populaire surtout. Il est très apprécié. On va le surnommer l'impérateur, alors que c'est pas un empereur du tout. Il n'a jamais été nommé empereur, c'était en fait plus un dictateur, comme je vous l'ai dit, puisque c'est en 44 avant Jésus-Christ qu'il sera nommé dictateur à vie. Officiellement, César règne sur la Méditerranée ancienne. À Rome, il a le pouvoir absolu. Il est apprécié car il prend des mesures favorables envers le peuple le plus pauvre. J'ai oublié de vous parler de Octave aussi, qui est une personne très importante dans la vie de Jules César et pas des moindres. Il faut savoir que Jules César a eu 3 femmes, qu'il a eu de nombreuses maîtresses, qu'il a eu des enfants également, mais pas de fils, et donc pas d'héritier. Avant de reprendre Rome en 49 avant Jésus-Christ, il va en fait adopter en 45 avant Jésus-Christ Octave, Pedius, Pinarius, qui sont les fils de son oncle
Caius Octavius. C'était en fait le gouverneur de Macédoine qui a été assassiné en 59, donc quelques années auparavant. Il est le plus âgé, donc Octave va prendre la place d'héritier pour Jules César. C'est lui qui va mettre en fait sur son testament, s'il décède, c'est Octave qui prendra derrière les règnes de Rome. Pour la petite anecdote, Octave, quand il sera beaucoup plus âgé, quand César sera aussi déjà mort, il va se rendre en Égypte et va tuer donc le vrai fils de Jules César et de Cléopâtre, Ptolémée XV. Ça rigolait pas à l'époque, franchement, ça rigolait pas du tout. Mais donc, qu'est-ce qui a amené à être assassiné un dictateur populaire? Les historiens anciens et modernes s'accordent sur le fait que, en fait, les sénateurs, ce jour-là, pensaient qu'ils voulaient rétablir la royauté plus d'un mois après avoir refusé la couronne, le diadème royal que lui tendait son ami Marc-Antoine. Malheureusement, ces rumeurs sont invérifiables car dans les convocations envoyées aux sénateurs pour la réunion de ce jour-ci, il n'y avait aucun sujet d'accordé. En fait, ils n'avaient pas précisé l'ordre du jour, donc les sénateurs se rendaient sur place sans savoir sur quoi allait se baser le sujet du jour. Est-ce qu'il allait parler de la royauté? Est-ce qu'il allait parler des guerres? Vraiment, ils ne savaient pas ce qui allait se passer et se dire le 15 mars. Pour cette occasion, en tout cas, c'est la curie de Pompée qui a été choisie. C'est une curie qui se trouve sur le champ de Mars, qui a été remodelée par Pompée quelque temps avant son décès. Donc la curie, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui accueille le Sénat pour les affaires politiques et militaires, simplement. À l'intérieur de cette même curie, qui porte le nom de Pompée, donc, on va retrouver une statue à son effigie qui est vraiment une très belle statue, grande, vraiment magnifique. Mais pourquoi n'aurait-il pas parlé de guerre également ce jour-là? Puisqu'il faut savoir que Crassus, avec qui il avait formé le trio de consuls avec Pompée et Jules César, avait été tué par les Parses pendant une campagne en 53. Donc les Parses, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance politique et culturelle iranienne dans la Perse antique. Donc ils ont tué Crassus, donc, et à son tour, après avoir assassiné Pompée, Jules César voulait partir en guerre contre ce peuple-là, un des seuls peuples qui n'avait pas acquis. D'après ce que l'on sait, il avait fixé le départ au 18 mars, soit 3 jours après la réunion qui lui a été fatale. Alors pourquoi personne n'a pensé que ça aurait pu être ça dont il voulait parler? Eh bien simplement parce que justement on est à la curie de Pompée. Alors, est-ce qu'il voulait prouver sa supériorité justement face à Pompée qu'il a assassiné et partir en guerre également alors que lui ne l'a pas fait? Ou est-ce que cela finalement a à voir avec la royauté en elle-même? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une prophétie apocalyptique venue d'Orient qui a été confirmée par les livres sibyllins. Ce sont en fait les bibles du destin de Rome de l'époque. Et celle-ci disait qu'un roi conquérant de l'Orient allait unifier le monde sous son autorité. Et donc les Romains pensent que cette prophétie en fait parle de César lui-même, qui ferait donc de lui le maître du monde, puisque c'est un des lieux qu'il n'a pas encore acquis. Mais pour cela, il devrait devenir roi. C'est d'autant plus vrai que depuis plus d'un an, il apparaissait comme un monarque aux yeux des Romains qui l'appréciaient vraiment. Parce qu'il était vraiment celui qui exerçait le pouvoir, alors que depuis plus d'un siècle, le peuple romain avait un amour fort pour la liberté et une haine incroyable contre la monarchie, et pourtant, d'une certaine façon, ils acceptaient Jules César. Mais alors, même si c'était le fait de partir en guerre, même si c'était le fait de devenir roi, est-ce que cela justifie son assassinat? Évidemment non, on n'assassine pas quelqu'un parce qu'on a envie, même... Et pourtant, ça va pas poser de problème aux personnes qui vont mener le complot anti-césarien. Ils sont deux. À sa tête, on va trouver Caius Cassius Longinus, qui est en fait un anti-césarien prouvé depuis le début, bien qu'un sénateur. Et là même du complot se trouve être Marcus Junius Brutus. Brutus que vous devez vraiment bien connaître maintenant, puisque beaucoup de personnes croient qu'il s'agit du fils légitime de Jules César, alors qu'absolument pas. On peut peut-être le voir comme son beau-fils, puisqu'en fait, il était le fils de la maîtresse préférée, de la favorite à César, qui s'appelait Servilia.
Son propre père avait été assassiné par Pompée avant son départ. César le considérait comme son propre fils. Il avait une grande confiance en lui, il l'appréciait du plus profond de son cœur. Et c'est pour ça qu'il va lui donner de nombreux rôles politiques. Par exemple, il sera gouverneur de la Gaule cisalpine et deviendra également un consul. Mais Brutus, comme Jules César croyait descendre de fils de Vénus, pensait que lui aussi venait d'une grande lignée et plus précisément de celle de Brutus l'Ancien. Celui-ci, bien avant, en 509, avait chassé le roi de Rome. Donc c'était vraiment, vous voyez, si on fait le rapprochement, ça peut se ressembler dans l'histoire et peut-être même dans la tête de Brutus. Celui-ci a également épousé Portia, qui s'avère être la fille de Caton le Jeune, qui s'est suicidé en fait suite au départ de Pompée. Il était pompéiste à fond et anti-césarien au plus profond de son âme. Et donc, pour ne pas obéir à César qu'il ne voulait pas voir sur le trône, il va s'enfoncer une épée et se suicider ainsi. Alors, est-ce que Brutus en voulait à César d'avoir enlevé à sa femme son père? Est-ce qu'il voyait en l'histoire de Brutus l'Ancien une façon de prospérer dans la légende? Vraiment, on ne le saura pas du tout comme on ignore pourquoi les autres complotistes, qui sont aussi des sénateurs, se sont joints à ce complot. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce que c'était par naïveté? Est-ce que c'était par jalousie? Sûrement par naïveté, en tout cas c'est ce que pensent les historiens, puisque d'après les dires de beaucoup de personnes, ils pensaient naïvement qu'après la mort de César, cela allait réinstaurer la liberté telle qu'ils la voyaient eux. Le complot va commencer quelques mois avant la date fatidique, par un sondage entre amis, puis par des conversations un peu plus discrètes. Il va se former des réunions par petits groupes pour établir le moment du passage à l'acte maintenant qu'ils sont sûrs de le faire. Le lieu sera aussi choisi, on prendra le Sénat, puisque c'est un lieu qui est loin du peuple, bien qu'à Rome tout de même. Alors le lieu peut étonner quand même en soi, sachant que César avait passé une loi qui avait fait augmenter d'un tiers le nombre de sénateurs, et donc on pensait sincèrement que le lieu était un repère de césariens dans la... Mais bon, comme vous le savez très bien, la gratitude c'est quelque chose de commun en politique. Voilà, on tourne souvent le dos à la personne qui nous a construit. En plus de ça, la curie de Pompée est un lieu idéal parce que c'est le seul lieu où César ne bénéficie pas d'une protection personnelle et où les armes ne sont pas admises. Forcément, les sénateurs complotistes ont dû ranger leurs armes dans leur toge. Plus précisément, il s'agissait des armes réglementaires de la Légion romaine. Marc-Antoine, qui est donc un très bon ami à Jules César, mais qui est aussi son protecteur, un grand gaillard, va être invité à rester dehors. Mais est-ce que l'attentat n'aurait pas pu être déjoué? Puisque partout, le bouche à oreille est plutôt rapide et il faut savoir que beaucoup de monde était au courant. Et donc, dans les personnes qui connaissaient le complot, ce qui allait se tramer finalement, on peut citer par exemple Popilius Laenas, qui est un sénateur et qui, le jour de l'attentat, dira à l'oreille de Brutus et Caius qu'il est de tout cœur avec eux. On peut également citer Portia, la femme de Brutus. En fait, elle sentait que quelque chose se tramait. Vous le savez très bien, si vous êtes une femme, les petites choses comme ça, quand la personne avec qui on partage notre vie nous cache quelque chose, on le sent. Bref, elle voulait à tout prix le savoir. Et pour prouver qu'elle était une femme qui était aussi digne qu'un homme d'apprendre des secrets, elle va s'enfoncer un couteau dans la cuisse pour le prouver. Voilà. J'imagine que c'est assez impressionnant puisque Brutus lui-même va finir par lui raconter ce qui va se passer dans les prochains jours. Suite à ça, elle va être vraiment malade et tellement angoissée que le jour même, elle enverra de nombreux messagers pour avoir des nouvelles de la curie de Pompée, s'ils ont réussi, s'ils ont échoué, s'ils sont morts, si Jules César est mort. Mais on peut aussi parler de l'aruspice. Vous savez, on est dans la Rome antique et ils avaient leurs croyances. Libre à nous d'y croire ou non. Là, l'aruspice était en fait un devin qui lisait plus précisément l'avenir dans les entrailles. Celui-ci s'appelait Spurina. Celui-ci, quelque temps avant, va prédire un grand malheur à Jules César. Alors, on est en droit de se demander, est-ce qu'il était au courant du complot ou est-ce que c'était vraiment un signe prodigieux venu du ciel? Mais dans le lot des connaisseurs, il y avait également Artémidore de Cnide. C'était le fils d'un auteur renommé romain
et également un enseignant de la littérature grecque. Lors d'un cours qu'il donnait, il a entendu parler du complot par des personnes, par des étudiants en fait. Et par la suite, il va tenter de prévenir César, mais il n'y arrivera pas comme vous le savez très bien. En fait, il avait envoyé un message qui arrivera bien trop tard. Bien trop tard. On ignore s'il est arrivé quand il montait les marches ou s'il est arrivé après sa mort, mais en tout cas, il n'a pas eu le message. On peut aussi citer, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde qui sont au courant. Bref, on peut aussi citer l'esclave d'un maître qui nous est inconnu. Et ce maître-là, en fait, savait ce qui allait se passer, mais ignorait quand. Il enverra donc son esclave prévenir César qui sera absent puisqu'à la curie, et c'est sa femme qui ouvrira. La femme de César qui s'appelle Calpurnia Pisonis. Celle-ci le laissera attendre le retour de son défunt époux pour le prévenir. Mais est-ce que César lui-même n'était pas au courant de ce qui allait se passer? Puisque la veille de sa mort, il aurait dit « la meilleure mort est celle qu'on n'attend pas ». S'il est au courant, finalement peut-être qu'il n'a pas pris au sérieux. C'est un homme en fait qui croit profondément qu'on ne peut pas échapper à son destin. Il pense avoir épuisé toutes les chances que la vie lui avait offertes dans ses batailles politiques et militaires. Nous voici donc arrivés au moment des détails, des faits finalement, du meurtre qui arrive le 15, qui arrivera ce matin du 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Ce matin-là, Jules César se sent vaseux, il n'est pas trop en forme. La veille, il a trop mangé et trop bu chez son maître de cavalerie. Il a très mal et très peu dormi, donc il n'est pas vraiment au mieux de sa forme. D'ailleurs, il a fait de nombreux cauchemars où il se voit voler dans le ciel et serrer la main de Jupiter. Alors on peut voir ça en fait comme un rêve, pas un rêve prémonitoire, mais une signification des rêves. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez à comprendre vos rêves, vous allez comprendre ce que je veux dire. Sa femme et César lui-même commencent un petit peu à s'inquiéter. Il y a beaucoup trop de signes, sachant que également son épouse a fait un cauchemar où elle l'a vu couvert de sang. Et donc elle va le supplier de rester chez eux aujourd'hui, vraiment de calmer un petit peu le jeu jusqu'à ce que tout s'apaise, que un petit peu ses cauchemars disparaissent, que ses prophéties disparaissent. César va hésiter quand même, il va se dire peut-être qu'elle a raison, je serais mieux chez moi, même si c'est pas pour l'inquiétude, c'est parce que je me sens pas très bien. Mais finalement, vers 11h, Decimus Junius Brutus Albine, qui est un fidèle de César depuis la guerre des Gaules, va venir toquer chez lui et le convaincre de se rendre au Sénat. Alors je ne pense pas qu'il faisait partie du complot, parce qu'il dira simplement que vont penser les sénateurs si vous leur faites faux bon. Ça fait déjà un bon moment, un bon nombre d'heures que c'est vrai qu'ils patientent devant la curie. Et si César a un message à leur faire passer, quelque chose à leur demander, il ne vaut mieux pas les exaspérer plus qu'ils le sont déjà. Donc, il va monter dans sa litière à porteur, direction le champ de Mars. Le trajet est court, mais il profite de la foule. C'est un homme qui adore la foule. Il aime beaucoup les curieux, les admirateurs, ceux qui lui prennent la main pour le supplier de faire quelque chose pour eux. C'est quelque chose qu'il adore, ça lui fait du bien au moral. Et finalement, bien que le trajet soit court, ça va être plutôt compliqué de se frayer un chemin dans les rues étroites et bombées de monde qui veulent lui transmettre un billet, un message. Il y a beaucoup de poussière, les odeurs sont fortes, mais ils arriveront quand même à la curie, soulagés. De leur côté, les sénateurs complotistes commencent à s'inquiéter. Est-ce que César va venir? Est-ce qu'il est au courant de quelque chose? Et finalement, César et sa litière arrivent. Et là, d'un coup, Popilius Laenas, qui est donc un sénateur comme je vous avais dit et qui est dans le complot, va accourir vers César pour lui glisser quelque chose à l'oreille. Les complotistes vont tous se raidir, prendre un couteau et hésiter à se suicider si jamais le complot est révélé. Mais Popilius s'écarte et César est tout sourire, il se dirige vers les escaliers de la curie. C'était une fausse alerte, malheureusement. Et donc, il va rentrer dans la curie comme il l'est d'habitude, grand, majestueux, la tête haute, impérial, comme le maître de Rome doit l'être. Il porte une toge pourpre constellée d'or et une couronne à l'orée d'or pour se rendre sur son trône d'or. Mais à peine assis, les conjurés se pressent sur César. En gros, cacher la scène aux yeux des Césariens qui pourraient être aptes à le protéger. Lucius Tullius Cimber, ou Kimber, va alors le supplier de gracier son frère qui a été exilé après un mauvais choix pendant la guerre civile de César face à Pompée. On peut se demander si César avait accepté de faire revenir son frère, est-ce que ça aurait changé son destin? Car oui, une fois de plus, Jules César va refuser de gracier le frère de Lucius Kimber. D'après les sources de l'histoire, c'est ce qui aurait poussé en fait
Kimber à agir et donc il va le saisir par le haut de la toge, la rabattre sur son épaule pour dégager son cou et cela va en fait immobiliser son bras au niveau du biceps. C'est une technique de combat rapproché qui est plutôt connue à cette époque-ci. Et là, César direct va comprendre et il va hurler « c'est un attentat ». Cimber va maintenir César et va demander aux autres ce qu'ils attendent pour agir. Est-ce qu'ils veulent le laisser tout seul dans sa merde? Et c'est là que tout le monde va commencer à réagir, à commencer par Casca. Celui-ci se trouve debout derrière César et il va le poignarder au niveau du cou. Cela aurait pu être mortel s'il l'avait fait de la bonne façon, soit verticalement, de haut en bas, à gauche entre la clavicule et l'épaule, comme le font les Galates, c'est un peuple celte en fait. Et c'est censé sectionner les gros vaisseaux sous-clavier de la aorte et de la carotide. Vous imaginez bien, ça va donner une grosse hémorragie et quelques secondes après entraîner la mort. Malheureusement, et comme je vous le disais, Casca va louper son coup, soit par manque de précision ou parce que César a bougé. Dans tous les cas, il s'est loupé et cela ne va lui donner qu'une blessure légère. Alors César, paniqué, humilié, ne sachant pas trop quoi faire, va se dégager, se tenir debout. Comme bon chef de guerre, va immobiliser Casca, qui cherche encore à le frapper une nouvelle fois avec son couteau. Mais il est cerné. On parle quand même d'une cinquantaine de complotistes, voire plus, qui l'entourent, arme en main, levés face à lui. Il est encerclé. Alors il se défend, il hurle et il va utiliser la seule arme coupante qu'il peut avoir avec lui, son stylet à écrire. Là, il va le percer dans le bras le plus proche, dans la personne la plus proche. Puis, il va tenter de fuir une nouvelle fois. Malheureusement, il sera à nouveau blessé et cette fois-ci, on pense que c'est la blessure la plus mortelle qui lui a été faite. Elle sera fatale, mais pas immédiate. Son médecin personnel va même l'étudier une fois qu'il sera décédé. Et en fait, il ne saura pas dire où elle était située, mais qu'elle a touché un organe vital. Donc pas la mort immédiate, donc ce n'est pas le cœur. On peut en déduire que ce serait un viscère supérieur, donc le foie, la rate, le pancréas ou l'estomac. C'est une blessure qui n'est pas mortelle dans l'immédiat, mais qui est franchement douloureuse et qui empêche César de réagir. Et là, c'est un peu là que les sources vont s'entremêler et que l'histoire va se bousculer. Parce que dans un premier temps, on va penser que César va complètement abandonner la défense en fait, car les coups pleuvent de partout. Franchement, les gens le bombardent de coups, quitte à se blesser eux-mêmes d'ailleurs. Il va être balafré au visage par Cassius. Et Brutus va le toucher à l'aine ou à la cuisse, c'est pas sûr. Caecilius Bucillanus va lui le toucher au front. Alors Caecilius, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un Pompéien. Alors depuis tout à l'heure je parle de pompéisme, mais en fait c'est Pompéen. Force à moi, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, les coups pleuvent tellement que les conjurés eux-mêmes vont se blesser. Cassius va toucher la main de Brutus par exemple. Et donc c'est ça qui amène les gens, les historiens à penser que César aurait arrêté de se battre pour qu'en fait chacun arrête de s'entretuer eux-mêmes sans faire attention. Une deuxième source pense que en voyant Brutus, son presque fils dans son cœur, l'arme levée face à lui, César aurait renoncé à se défendre, complètement détruit par la vision d'horreur qu'il avait sous les yeux. Il aurait été vraiment découragé, déçu par cette trahison, et c'est là qu'il prononcera ce fameux tu coque fili, ce qui veut dire toi aussi mon fils, ce qui va d'ailleurs entraîner beaucoup de confusion dans l'histoire. Comme je vous le disais, beaucoup pensent encore aujourd'hui que Brutus est le fils légitime de César à cause de cette même phrase. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, mon fils, c'était quelque chose que les anciens pouvaient dire à des jeunes hommes, que des supérieurs pouvaient dire à des personnes qui leur sont inférieures, simplement. Alors cette phrase-là, il faut savoir que l'authenticité ne sera pas garantie puisqu'il l'a prononcée en grec, donc les gens vont en douter. Mais lorsqu'on est face à une mort violente, on dit que c'est la première langue de notre enfance qui ressort, et donc chez Jules César, c'était le grec. Mais vous vous dites, au Sénat, qui recueillait quand même beaucoup de monde, il y avait vraiment presque 900 places, alors je ne sais pas s'il y avait autant de sénateurs, mais ils étaient un bon paquet, il y avait des césariens. Oui, il y en avait, mais aucun ne vont l'aider. Ils vont prendre la fuite, de peur de se dire que c'était en fait, ça allait se retourner contre les césariens, contre eux. Ils ont eu peur et ils ont abandonné en fait leur maître, si je puis dire, leur dictateur à une mort violente et seul. César, qui vraiment... à bout de souffle, va quand même prendre le temps d'envelopper sa tête dans sa toge avec le bourrelet du haut de sa toge. Car pour les praticiens, comme je vous disais, les nobles, surtout pour ceux qui prétendent descendre de Vénus et d'Énée dans le même temps, il est essentiel de ne pas être défiguré
pour que le masque mortuaire en cire soit correct à leur image. Donc vraiment, il va se protéger dans un dernier mouvement. Il y a eu vraiment un acharnement horrible, monstrueux sur César qui se prendra 23 coups de couteau. C'est leur accumulation en fait qui auront raison de César, en plus de cette blessure qui est mortelle mais longue, à le tuer. C'est ce qui amène aussi les historiens à se demander, est-ce que, avec autant de coups de couteau, est-ce que chaque conjuré devait signer en fait en poignardant César? Parce qu'aux connaissances des historiens, il y avait une cinquantaine de conjurés et non 23. Alors, est-ce que c'était une signature, qu'il y ait eu autant d'acharnement, ou est-ce que c'était par ivresse de sang? Est-ce que c'était parce que la folie meurtrière les a tous pris? Ça, on l'ignore. Ce qu'on sait également, c'est que certains voulaient traîner le corps de César dehors grâce à un croc de boucher, mais ils vont abandonner l'idée et tant mieux. Et ils vont fuir. Ils vont fuir les lieux, abandonner César seul, gisant dans son sang, au pied de la statue de Pompée, son ennemi, jusqu'à ce que 3 esclaves de César, sûrement les porteurs de la literie, viennent vers lui après avoir eu le temps de calmer leur peur. Ils étaient dehors, ils se sont cachés jusqu'à ce qu'ils pensent être en sécurité. Et puis, dans un silence presque respectueux, ils vont hisser le cadavre de leur maître sur sa litière, un bras en dehors, tenant dans sa main un message. Sûrement le message de quelqu'un qui avait voulu l'avertir. Alors, est-ce qu'il avait eu le temps de le lire ou est-ce qu'il l'avait simplement pris en montant à la curie? Il n'avait pas eu le temps de le lire. Le problème, c'est qu'on n'en saura jamais rien. Et donc, ils vont le ramener chez lui, aux côtés de sa femme. Alors, nous nous trouvons avant Jésus-Christ. À cette époque-là, il faut savoir que la police n'existe pas à Rome. Dans ce cas-là, comment les conjurés vont être punis? Est-ce qu'ils vont être punis par la loi? Vous allez vite comprendre. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui savent comment ça se passait, vous allez vous douter que ce ne sera pas très glorieux comme fin. Après avoir assassiné Jules César, les conjurés vont sortir de la curie en hurlant Cicéron. Alors Cicéron, c'est un orateur qu'ils vont considérer comme une caution morale. Après ça, ils vont aller se barricader au Capitole en attendant un soulèvement populaire qu'ils pensent en leur faveur. Apprien, qui est un historien grec de l'époque romaine, dira: ils sortirent en criant qu'ils avaient tué un roi et un tyran. L'un d'eux mit le pileux, c'est un bonnet de feutre porté par les affranchis romains, au bout d'une épée, symbole de liberté, et il exhorta le peuple à restaurer le gouvernement de leur père et à se souvenir du premier Brutus et de ceux qui se soulevèrent contre les anciens rois. Ils espéraient que le peuple se joindrait à eux pour restaurer la République. Seulement, ils ont mal pensé, puisque depuis plus d'un siècle, les Romains sont fatigués de voir tous leurs leaders tomber sous les coups des aristocrates. En fait, ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à attendre face à cette hiérarchie oligarchique, c'est-à-dire c'est un régime politique où la souveraineté appartient à une classe restreinte de privilégiés. Donc le petit peuple n'y auront jamais accès. C'est que des personnes finalement qui ne peuvent pas comprendre ce qu'ils endurent. Un peu comme les présidents d'aujourd'hui. Lorsque Marc-Antoine, l'ami de César qui a dû rester dehors, brandit la toge transpercée de son ami, de Jules César au peuple, celui-ci va crier sa fureur contre ceux qui ont tué le père de la patrie. Et donc les conjurés, qui sont surpris de voir que tout le monde se retourne contre eux, vont être obligés de fuir Rome. La légalité républicaine sera incarnée par le consul Marc-Antoine, puis sera donnée, comme le souhaitait Jules César, à son héritier Octave. Tous deux vont partir en guerre contre les ennemis du peuple maintenant, contre ceux qui ont tué Jules César. Et c'est en 42 avant Jésus-Christ qu'ils vont trouver Brutus et Cassius et qu'ils vont les assassiner pour assouvir leur vengeance simplement. La plupart des autres conjurés ont été aussi assassinés ou alors se sont suicidés. Le corps de César, quant à lui, sera, comme le veut la tradition, incinéré sur le forum. Alors Jules César, tout comme son meurtre, a marqué l'histoire, même jusqu'à ici, on connaît encore les exploits de Jules César, on connaît encore le personnage qu'il était. On le voit dans des films, quelquefois humoristiques, qui retracent d'ailleurs assez mal son parcours, ou alors dans des documentaires. Il faut savoir que son assassinat va engendrer la renaissance de la nouvelle monarchie, qu'on appellera plus tard Empire. Le mois de juillet, par exemple, pour ceux qui l'ignorent, est en fait un hommage à Jules César, qui est né le 13 du mois Quintilis. Quintilis sera ensuite renommé Iulius, comme il s'appelait Caius Iulius César en son honneur, et cela donnera avec le temps
juillet. On peut aussi par exemple citer le mot russe tsar qui veut dire César. Et par la suite, chaque fois qu'une arme sera levée pour abattre un tyran dans le monde, il y aura toujours une référence à Brutus et aux Ides de Mars. Les Ides de Mars qui représentent le 15 mars. Voilà, j'ai essayé de vous résumer cette histoire vraiment très longue et marquante le mieux possible. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de dates à connaître, beaucoup de personnes à connaître, mais ça aurait fait vraiment une vidéo beaucoup trop longue pour vous. Et je sais que l'histoire n'est pas forcément un sujet qui passionne les foules, mais j'espère que dans tous les cas, celle-ci vous aura plu, vous aura permis de connaître un peu plus de choses. On reste dans le true crime. Voilà, il faut savoir que les affaires criminelles, c'est quelque chose qui existe depuis la naissance du monde. Dans la préhistoire encore, il y a eu des meurtres. Bon, on peut pas déterminer quoi, quand, comment, hein, vraiment, parce que c'est pas possible. Mais bien qu'on soit avant Jésus-Christ, on a des sources, on a des peintures, des écrits. Et tout ça, ça nous a permis de vraiment de regrouper tout ça pour en faire quelque chose de solide et de véritable, je pense, quelque chose qui se rapproche vraiment de la vérité quant à l'assassinat de Jules César. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si cette nouvelle rubrique vous tente, j'ai prévu encore un bon nombre d'affaires criminelles d'histoire ancienne. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me donnera vraiment envie de continuer. J'en ai un bon nombre qui attendent derrière, mais c'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de sources, c'est beaucoup de choses à vérifier, à entendre, de documentaires, d'images, mais c'est passionnant. Franchement, de A à Z, c'est passionnant et j'espère que ça vous passionnera comme moi, ça me passionne. En tout cas, merci encore d'être là, de me suivre, de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce en haut. Pour ceux qui le veulent, j'ai aussi un compte Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, encore à partager, à me parler des affaires qui vous ont marqué, des histoires qui vous ont marqué, et c'est avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit très vite. Salut!